Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6 Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans notre nouvelle série d'été de la saison 6 de Comme d'Archi. Vous avez été nombreux à apprécier nos chroniques de l'été sur les châteaux. Aussi, nous poursuivons ce sujet cette année sous un angle qui vous donnera, nous l'espérons, l'envie d'aller découvrir ces édifices, strates de notre histoire. Des châteaux pour certains méconnus, qui relèvent parfois du domaine privé et s'inscrivent, à coup sûr, dans un patrimoine toujours en mouvement. Esther signe le premier numéro de cette série, avec le château d'Ardelot, que nous allons découvrir maintenant. Entre Boulogne et Étaples, sur la côte dite d'Opale, dans le 62, dans un cadre formé par la forêt d'Ardelot, les dunes de Condette, celles de Neuchâtel et l'étang de la Claire-Haut, se dressent les vestiges de la forteresse d'Ardelot. Enchâssé au creux des ruines, un surprenant manoir victorien accueille, derrière sa façade crénelée, le centre culturel de l'entente cordiale. Un endroit dédié aux relations franco-britanniques, souvent tumultueuses. Depuis la dernière échauguette de la dernière tour, la vue passe sur les jardins et marais chargés de 1000 plantes aquatiques, survole la dune aride et atteint l'horizon bleuté de la Manche. Les vestiges de ce château médiéval évoquent encore le souvenir de comtes et de rois, de personnages célèbres des plus belles pages de l'histoire de France et d'Angleterre. Aujourd'hui, le château d'Ardelot présente toujours l'enceinte extérieure du XIIIe siècle. Malgré les tours et courtines découronnées, les murailles mutilées et la perte de la porte principale. Hyperius et Oudegerst, auteurs flamands, attribuent la construction d'Ardelot à Philippe Hurepel de Clermont, comte de Boulogne, fils du roi Philippe Auguste. Celui-ci se distingua par le grand nombre de châteaux qu'il fit réparer, notamment le château de Boulogne, dont il s'inspira sans doute pour le château d'Ardelot. Selon l'abbé Benoît Joseph Taubois, si la forteresse a été en partie reconstruite par Philippe Hurepel, il y aurait présomption à affirmer que le château d'Ardelot ne remonte pas à une époque plus reculée. Sa position a sans doute servi d'emplacement à un poste militaire occupé par les Romains. En effet, au temps de l'occupation romaine, Boulogne était le point de passage obligé pour la Grande-Bretagne. Or, à Boulogne, un ancien mur gallo-romain bâti en moellon, pris dans un ciment rougeâtre, est encore visible dans l'épaisseur des remparts du Moyen-Âge. Il est tout à fait possible que le castrum d'Ardelot ait été bâti sur l'emplacement d'une ancienne forteresse romaine. Une enceinte en bois est mentionnée dans les textes dès 811. Une dizaine d'années plus tôt, Charlemagne avait ordonné d'établir des défenses sur la côte afin de résister aux Normands, dont les incursions ravageaient le pays. Il vint lui-même parcourir la côte à Boulogne, forma une flotte et laissa des troupes. Les fouilles d'Ardelot ont permis de localiser les restes d'un donjon en bois, plus tardif, du XIIe siècle, époque du comte de Boulogne-Renaud de Dampmartin, qui, se rebellant contre la couronne de France, fut privé de son château incendié. On estime que la forteresse en pierre calcaire a été construite aux alentours de 1230. Elle est de forme octogonale, presque régulière, sans donjon, composée de tours reliées par des courtines, elles-mêmes surmontées par un chemin de ronde.
Son diamètre varie entre 80 et 90 mètres. Ce type de plan, sans donjon, est à l'époque assez nouveau. On le retrouve au château de Boulogne et au château de Castel del Alonte que Frédéric II fit bâtir en Pouille quelques années plus tard. L'enceinte abritait une place d'armes ou cour, des logements pour la maréchaussée et des magasins sous voûte. Ces approches étaient garanties par une dépression de terrain. De larges douves concentriques que l'on traversait par 2 ponts-levis et des marais asséchés au XVIIIe et XIXe siècle. Les murs sont formés de moellons sans chaîne, en pierre de taille, appareillés par assises horizontales. Les pierres semblent provenir d'Équien à une dizaine de kilomètres. La porte d'entrée ouvrait au levant sous un arc en tiers-point, à claveaux extradossés, encadré de 2 contreforts inclinés en talus et qui portèrent sans doute un arc de machicoulis ou des échauguettes, petites pièces pour abriter un guetteur. Une tour flanquait son côté gauche. Il n'en reste que la partie inférieure, occupée par un corps de garde voûté en berceau plein cintre. Un talus continu renforçait la base des courtines et des tours. Toutefois, l'enceinte n'était pas appuyée vers l'intérieur, contre des terrassements, une consolidation courante après l'invention de l'artillerie à feu. À l'origine, une tour cylindrique ou demi-cylindrique à l'extérieur et plate à l'intérieur soulignait chacun des angles. Chaque tour comprenait un rez-de-chaussée et 2 étages. On y entrait par une porte au premier étage, donnant sur le chemin de ronde. Des trappes et échelles permettaient de passer d'un plancher à l'autre et sans doute de ralentir un potentiel assaillant. Selon l'usage, la chapelle, mentionnée dans plusieurs documents d'époque, devait être située au sud. Le corps de logis était sans doute à l'ouest, la partie la plus reculée de l'entrée et la mieux défendue. Sous la courtine ouest se trouve encore l'un des souterrains, une cave longue de 22 mètres environ, voûtée en berceau plein cintre, sans aucune sculpture et similaire au souterrain du château de Boulogne. Une légende veut qu'un souterrain de 4 ou 5 kilomètres relie le château d'Ardelot au fort de la Violette, nommé jadis Camp de César. Sous les comtes de Boulogne, le château d'Ardelot est à la fois forteresse défensive et résidence. Ils y demeurent, notamment pour la chasse et pour y festoyer. Au XVe siècle, le château passe dans le domaine de la couronne, lors du rattachement du littoral nord au royaume de France. En 1544, il est assiégé et pris par Henri VIII, roi d'Angleterre, en même temps que Boulogne. Le royaume de France, par l'intermédiaire de troupes écossaises, reprend rapidement les lieux. Puis, il tombe aux mains des ligueurs en 1589, des royalistes en 1591 et retourne aux ligueurs en 1593. En 1615, le château, fief protestant, est assiégé, puis démantelé sur les ordres de la régente Marie de Médicis. Délaissé pendant plus de 3 siècles, il semble n'avoir eu d'autre ennemi que le temps, dont les ravages sont plus lents, mais aussi sûrs que ceux des hommes. À la Révolution française, les ruines sont vendues comme bien national, puis louées pour usage de ferme. En 1848, Sir John Eyre achète les ruines du château d'Ardelot. C'est un industriel anglais, féru d'histoire et d'antiquité. En 1855, il fait détruire les bâtiments de ferme, construit un donjon et entreprend des fouilles archéologiques. L'inimitable Charles Dickens aimait à séjourner non loin, dans une maison discrète de la commune de Condette. À la mort de Sir John Eyre, en 1865, le domaine est acheté par le capitaine anglais Henry Guy. Celui-ci poursuit les travaux autour du donjon. Il fait construire un manoir néo-gothique sur les vestiges du logis seigneurial médiéval, serti dans les ruines de l'enceinte. Malgré les critiques, ce pastiche mal réussi du château de Windsor et du plus mauvais gothique anglais
selon Roger Rodière, deviendra le cœur de la station balnéaire d'Ardelot-Plage, cofondée par l'industriel John Robinson Whitley. Ce dernier achète le manoir et ses ruines en 1897. La station balnéaire prospère, avant même d'avoir ouvert. Au début du XXe siècle, des touristes, américains, anglais et français, se répondent par une série de lettres envoyées au New York Herald, dont nous citons un extrait, humblement signé « One who knows », quelqu'un qui sait. On y trouve réunis un château historique, une plage magnifique, une belle forêt, un air pur et un joli voisinage. Tout cela à mi-chemin entre Londres et Paris et à 5 km seulement de la grande ligne Calais-Boulogne-Paris. Situé comme il est, dans un si joli coin du pays et en bordure de la mer, quelques nouveaux Biarritz ou Cannes du Nord pourraient s'y organiser, avec le grand avantage que donne sa proximité de Londres et de Paris. Mais la Première Guerre mondiale éclate. La station périclite et ferme. Au cours du XXe siècle, le château devient tour à tour école britannique d'infanterie militaire à destination d'officiers néo-zélandais et canadiens, lieu d'accueil pour la congrégation des Sœurs de Sainte-Agnès d'Arras, centre d'événements et de loisirs pour la commune de Condette. Depuis 2009, Ardelot, géré par le département du Pas-de-Calais, est le centre culturel de l'entente cordiale. L'intérieur du château vient d'être rénové et a réouvert ce 1er juillet 2025. Les salles du manoir ont été reconstituées comme habitées avec notamment des objets du mobilier de France. L'espace d'exposition temporaire attenant au château a été imaginé par les architectes Silvana Bartoli et Céline Medina. Ouvert en 2016, il mêle habilement architecture médiévale, victorienne et contemporaine. La même année, un théâtre élisabétain est inauguré, le seul de France. Il a été dessiné par le studio Andrew Todd, sur les principes architecturaux du théâtre élisabétain. Forme circulaire, mur scénique mobile, scène surplombant le parterre. Différence notable, autant pratique qu'écologique, le théâtre n'est pas à ciel ouvert, mais couvert d'une verrière qui peut être occultée. La lumière naturelle est ainsi contrôlée, autant que l'énergie est économisée. La structure est en bois et l'intérieur habillé de panneaux en épicéa, mélèze et chêne brut ciré. Encerclant le théâtre, les jeux d'ombre et de lumière de la cage en chaume de bambou de 12 mètres de haut harmonisent l'ensemble architectural et l'intègrent dans son environnement. Le projet a reçu en 2017 le prix de la meilleure construction en bois dans le monde, 2017 World Architecture News. Un écrin de verdure, à la fois cottage garden et jardin écologique, entoure les remparts. Les plantes sauvages associées aux plantes horticoles rappellent la proximité du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. La réserve naturelle régionale du Marais de Condette, créée en 2009, endigue humblement la disparition des zones humides en France, réduite de moitié en l'espace de 30 ans. On peut y admirer une riche biodiversité, plus de 390 espèces végétales, 35 espèces de mammifères et 110 d'oiseaux. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'été de Comme d'Archi. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.